Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci infiniment d'être là. Merci au lycée Blaise Pascal pour la 45e fois consécutive de nous offrir la possibilité de vous proposer une conférence dans son bel amphithéâtre, donc qui comporte 120 places et qui est, comme vous voyez, encore assez neuf. Donc ce soir, nous avons le grand honneur d'accueillir Selwa Luce Boulbina, donc qui est une philosophe qui a consacré une œuvre, une grande partie de ses ouvrages, voire même la quasi-totalité de ses ouvrages, à la question de la décolonisation. Elle est arrivée sur le territoire il y a 2 ans et elle est chargée de mission en philosophie. Alors, c'est-à-dire, elle représente l'inspecteur de philosophie qui est basé sur Bordeaux. Voilà, c'est un petit peu sa porte-parole, et elle enseigne en classe préparatoire en Hippocagne au lycée La Pérouse. Voilà. Alors, parmi les ouvrages, je pense qu'elle elle évoquera un certain nombre justement de ses ouvrages ce soir. Les derniers, donc il y a Les Miroirs Vagabonds, également Le Singe de Kafka. Et elle a également consacré des dossiers, elle a réalisé des dossiers dans une collection de philosophie où elle met en contrepoint des textes de philosophie, des grands classiques, Rousseau, Descartes, Kant, avec des œuvres d'art. Et donc c'est une lecture, on va dire un contrepoint esthétique aux grandes thèses des philosophes. Voilà, donc je vais lui laisser la parole. Le contenu, elle m'a prévenu, serait assez, j'hésite à dire technique, en tout cas il sera technique puisqu'il sera conceptuel. Alors, vous le savez, la philosophie c'est une activité qui a vocation à créer, à réfléchir sur des concepts. Donc n'hésitez pas ensuite dans le second temps, qui sera un temps d'échange, de rappeler ou d'attirer l'attention sur tel ou tel point qui n'aura pas été forcément très clair pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Selwa. La conférence de ce soir, elle est filmée donc pour la 3e fois consécutive, et normalement c'est parti pour durer, par Calédonia, et sera retransmis, rediffusé à plusieurs reprises d'ici 2 ou 3 semaines, je crois à partir du 19 juin. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez retrouver, réécouter ou inviter les personnes qui n'ont pas pu venir ce soir à la réécouter. Voilà, je vous laisse pour écouter la conférence. Oui, merci Mathieu et à l'Université populaire de m'avoir invité pour cette intervention. Oui, donc c'est la première fois en fait en Nouvelle-Calédonie, donc ça fait pas tout à fait 2 ans, puisque à peu près 15 mois que je suis ici en Nouvelle-Calédonie pour des raisons professionnelles. Donc c'est la première fois que j'interviens en fait sur mon sujet, sur mes travaux de recherche, c'est-à-dire sur les questions de décolonisation, qui sont bien entendu à l'ordre du jour et dont il est bien clair qu'on a beau en parler, on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. C'est-à-dire exactement comment on peut le penser et en quoi cela consiste. Alors en fait, pour introduire, disons, cette communication, je commencerai, permettez-moi de commencer par citer une entrée en matière, par lire une entrée en matière que j'avais faite à un texte que j'avais intitulé « Le postcolonial et l'amitié comme politique ». Alors voici le texte. On croit quelquefois que parler de postcolonie oblige à instituer un tribunal de l'histoire, à juger moralement en bloc tous ceux qui ont participé à la domination coloniale, voire leurs descendants. On prétend parfois qu'employer ce terme ne sert qu'à désigner des victimes et des coupables dans un procès du passé. Les victimes, voire les descendants de victimes, sont quelquefois bizarrement doublement accusés de comparer la gravité de leurs souffrances d'une part et de manquer d'autre part d'impartialité dans leurs plaintes. On soutient alors qu'il faut laisser les historiens faire leur travail, comme si le travail intellectuel et politique de décolonisation était une affaire de spécialistes. L'historiographie participe à sa manière à l'entreprise de refoulement généralisé qui a enfoui la colonie sous des couches de mauvaise conscience et de ressentiment.
Le refoulement, on le sait, ne porte pas sur un événement passé, mais sur une parole manquante. La démarche historienne suppose en effet que le récit, dans son exactitude, permettra d'appréhender le phénomène dans sa rationalité, y compris dans ses aberrations, et dans sa totalité, ce que l'on nomme objectivité. Elle suppose dans le fond la toute-puissance de la conscience, ce qui constitue à la fois sa force et sa limite. Donc en fait, la première chose que je voudrais dire, le premier éclaircissement que je voudrais donner, c'est qu'il s'agit de bien faire la différence entre les procès et les critiques. Parce que la critique, elle a pour objet des situations, le procès a pour objet des personnes, des crimes, des délits, des personnes, etc. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre la critique des situations et le procès des personnes. Alors je pensais effectivement, comme Mathieu Solier l'a dit tout à l'heure, je pensais commencer par, parce que je me suis posé la question de savoir comment procéder, et je me suis dit en fait qu'il fallait peut-être que je commence par des distinctions, et des distinctions qui m'apparaissaient très importantes dans la compréhension, si vous voulez, de ce que peut être la décolonisation. Donc, Mathieu a dit qu'effectivement, la philosophie, c'était l'élaboration des concepts. On n'utilise pas seulement des mots, c'est-à-dire ces mots, on essaie d'en explorer la consistance non seulement linguistique, bien entendu, mais aussi historique, politique, sociale, culturelle, etc. Donc c'est une tâche infinie. On peut la commencer et puis on ne sait pas quand elle se terminera et par qui, et si elle peut se terminer. Mais la première chose qui m'intéressait, moi, sur laquelle j'ai travaillé, c'est sur le concept de colonie. Alors je crois qu'il faut commencer là-dessus, par là, parce que les historiens parlent de colonisation. Or, parler de colonisation, en fait, c'est se placer dans la perspective du colonisateur. La colonisation, c'est l'entreprise politique du colonisateur. Et alors, en fait, cette colonisation, elle présente tout de suite un problème, une difficulté, c'est qu'elle est interminable. Elle est interminable parce que la région qui est colonisée ne peut jamais être définitivement colonisée. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des autres qui ne sont pas comme le colonisateur. Il y a des pratiques, il y a des individus, il y a des langues, etc., qui ne sont pas celles du colonisateur. Donc il y a un irréductible de la colonie. Et si vous voulez, cet irréductible de la colonie, je vais tout de suite... j'espère que... N'hésitez pas à m'interrompre si vous me dites votre manière de faire et de parler à des allures de spirale, ce qui va être le cas. C'est qu'en fait, ça permet de comprendre qu'on a affaire à ce qu'un philosophe français dont je reparlerai ensuite, qui s'appelle Jacques Rancière, nomme les invaincus. C'est-à-dire dans une colonie, si vous voulez, même la pire des colonies esclavagistes, par exemple, je parle des colonies du XVIIe siècle, par exemple, aux États-Unis, bien sûr, ce qu'on appelle les États-Unis, qui étaient une colonie britannique, mais les Antilles françaises, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les Antilles françaises, eh bien, il y a des invaincus. Donc, du coup, je disais, cette colonisation est inévitablement inachevée. Alors, en fait, il y a une autre personne qui a travaillé sur le concept de colonie, c'est une anthropologue américaine, très intéressante, qui s'appelle Anne-Laura Stoller et qui apporte un point de vue qui est un peu étranger, je dirais, entre guillemets, non pas parce qu'elle est américaine, mais parce qu'elle a travaillé sur l'Indonésie. C'est-à-dire, elle a travaillé sur les colonies néerlandaises. Ce qui, par rapport, si vous voulez, à l'espace non seulement francophone, mais disons occidental, surtout anglo-français, disons, constitue une espèce de comment dirais-je, de particularité, d'originalité. Elle a fait des séjours très longs, et c'est comme ça d'ailleurs, parce qu'elle avait travaillé sur la colonie, qu'on s'est rencontrés. Et moi, j'ai travaillé mon premier livre, donc, sur la question, enfin mon premier livre, j'avais publié d'autres choses avant, mais disons, le premier,
il y a toujours quelque chose avant le premier, ça s'intitule « Le singe de Kafka et autres propos sur la colonie ». Et j'expliquerai ensuite en quelques mots pourquoi je me suis centrée sur Kafka. Mais l'idée, c'est que la colonie, c'est un fait, et du reste, c'est un type de régime politique. C'est pas juste un fait, c'est que dans les régimes politiques, vous savez, la démocratie, l'oligarchie, le ceci, le cela, il y a la colonie, et il faut l'intégrer dans ces régimes politiques. Un régime politique dont j'ai dit qu'il était centré non pas sur le gouvernement des hommes, mais sur l'administration des choses. J'expliquerai ensuite en quel sens j'entends administration des choses et gouvernement des hommes. Alors, la question de la décolonisation, bien entendu, elle est subséquente, c'est la conséquence, bien entendu, d'une réflexion sur la colonie. C'est que la décolonisation, je l'ai explorée de deux façons différentes. Je dirais que je l'ai explorée dans une perspective davantage politique au sens large, dans un livre qui s'appelle « L'Afrique et ses fantômes », sous-titré, le sous-titre est très important, « Écrire l'après ». Ce n'est pas l'avant qu'il s'agit d'écrire en philosophie, c'est l'après. Un autre livre donc, que j'ai publié aussi qui s'intitule « Les miroirs vagabonds ou la décolonisation des savoirs, art, littérature, philosophie ». Et ce texte, en fait, est consacré à la dimension culturelle de la décolonisation. Alors déjà, en un seul mot, pour le dire rapidement, je dirais que ce qui m'est apparu, finalement, c'est quelque chose d'assez particulier. Je me suis dit qu'en fait, une colonie pouvait être pensée à partir de la migration. Pourquoi ? Parce que les gens, je parle des colonisés, les gens qui habitent dans la terre, la région colonisée, sont des gens qui vont vivre sous une loi étrangère. Ils vont vivre sous une loi étrangère. Ils vont vivre sous une langue étrangère. Et ils vont vivre dans une terre étrangère. Parce que cette terre qui était la leur va devenir, par l'effet de la colonisation, une terre étrangère. Et donc, en fait, comme je vivais à Paris, ça me permettait d'éclairer quelque chose qu'on appelle les migrations postcoloniales. Puisque vous savez que les migrations se font de l'ancienne colonie à l'ancienne métropole. Les Jamaïcains à Londres, les Martiniquais à Paris, etc. Je veux dire, c'est tout le temps comme ça, c'est structurel. Et en fait, écoutez-moi bien, c'est structurel, je me suis dit, mais je comprends. J'ai eu une espèce d'illumination philosophique, je me moque de moi en disant ça, évidemment. Et je me suis dit, mais c'est logique qu'ils soient dans la migration, puisqu'en fait, c'est une structure chez eux, la migration. Puisque déjà, quand on est colonisé, on est déporté de chez soi. Puisqu'il faut s'accoutumer, il faut par exemple quitter son habit traditionnel, il faut vêtir un autre vêtement, il faut parler notre langue, etc. etc. Bon, je ne détaille pas, c'est un grand processus d'acculturation, bien entendu. Ce n'est pas seulement comment dirais-je, une situation de domination, c'est aussi, chez le colonisé, une acculturation. Et donc, ça m'a permis de penser, figurez-vous, l'indépendance comme une seconde migration. Donc il y en a trois. La première, c'est la colonie. La seconde, parce que je vais vous dire dans quel espace j'ai réfléchi, ça compte beaucoup. Moi, j'ai réfléchi dans l'espace africain, le continent africain, et particulièrement de l'ex-empire français en Afrique. C'est mon espace de recherche. Après, j'ai étendu à la Martinique et à la Guadeloupe, que je connais très bien, et Martinique et Guadeloupe qui sont des pays en situation particulière, puisque ce ne sont pas des pays indépendants. Donc on reviendra là-dessus ensuite. Donc vous voyez, est-ce que déjà on entre dans la complexité. On n'est pas, n'est-ce pas, dans la simplicité de décolonisation égale indépendance, indépendance est égale à décolonisation. Voilà. Donc,
Alors je disais que l'indépendance m'est apparue comme une autre migration, puisque j'ai l'habitude, moi, de ces pays indépendants depuis les années 60, c'est-à-dire des indépendances qui sont récentes. Et je me suis dit, en fait, voilà des pays, je pense notamment à l'Algérie, parce qu'en Algérie, si vous voulez, la situation, vous le savez, l'Algérie c'est un cas idéal typique, parce que c'est le seul cas de colonie dont les Européens et descendants d'Européens que les Européens et descendants d'Européens ont quitté. Et puis c'est une colonie dans laquelle il y a eu une politique de la terre brûlée. Alors qu'est-ce que ça veut dire politique de la terre brûlée? Ça veut dire que par exemple, entre les accords d'Évian et l'indépendance, le 5 juillet 1962, les autorités françaises ont décidé d'incendier la bibliothèque universitaire et de brûler les bibliothèques privées. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des bibliothèques très importantes. Donc ça montre en fait comment dirais-je, le vide, vous comprenez, Et l'autre chose qui a été faite, c'est de vider les musées de leurs œuvres. Toutes les œuvres ont été immédiatement rapporté à Paris. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'archives. Vous comprenez, il n'y avait rien. Pas d'archives, pas de livres, pas d'institutions. Et donc en fait, ce qu'il y a d'important pour moi ici, c'est que les gens au moment des indépendances, parce qu'on m'interviewe quelquefois et on me dit mais alors c'était des périodes d'enthousiasme. Je dis bon, enthousiasme, bien sûr qu'il y a eu de la joie, hein, je ne suis pas en train de dire, mais il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que quel allait être le gouvernement, quel allait être le régime, quelle allait être l'économie, quel allait être le ceci et le cela. C'était des situations qui étaient extrêmement difficiles, dans le contexte des années 60, hein, parce que toutes les indépendances ne se ressemblent pas. C'est ce qu'on verra ultérieurement. Dans le contexte des années 60, particulièrement dans celui de l'Algérie, à cause de cette départementalisation et du fait que c'était une colonie de peuplement, et à une partie de la France, hein, c'était le seul cas où, à part les vieilles colonies qui n'étaient pas départementalisées, hein, la Martinique et la Guadeloupe, au moment où l'Algérie était département, la Martinique et la Guadeloupe n'étaient pas départements. Donc, on pourra revenir sur la chronologie de tout à l'heure. Et donc, c'est une migration parce que c'est encore un nouveau pays. Et la langue peut changer. Par exemple, dans le cas algérien, c'est l'arabe qui s'est imposé et le français a disparu. Et donc, vous avez des gens à la période de l'indépendance qui donnaient le nom, par exemple, on aurait dit, mettons, le lycée Blaise Pascal, et puis ce lycée Blaise Pascal, il s'appelait, je ne sais pas, avec un nom, un nom kanak, par exemple, et les gens parlaient des deux façons. Alors on va dire le nom en français, et puis on va dire le nom dans l'autre. On va dire le nom dans la colonie, puis on va dire le nom dans l'indépendance. En fait, ça produisait des choses extrêmement compliquées. Donc la deuxième remarque, je suis désolée parce que je suis un peu longue, c'est subjectif-objectif. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est la subjectivation des événements. Alors, cette subjectivation des événements, ça ne se réduit pas du tout à la mémoire. Je ne fais pas référence à la mémoire. Ça veut dire que je ne parle pas de la subjectivité du savant ou du philosophe, je parle d'autre chose. Je parle d'étudier les situations à partir des sujets eux-mêmes plutôt que des événements. Et donc, ça inclut quelque chose qui est exactement à l'opposé de ce que j'avais dit à propos de l'histoire, puisque l'histoire suppose la toute-puissance de la conscience, sauf exception. C'est en intégrant une pensée de l'inconscient. Je pense que si on n'intègre pas, si vous voulez, cette dimension inconsciente de la subjectivité, on ne peut pas comprendre ni les phénomènes coloniaux, ni les phénomènes postcoloniaux, puisque c'est ça qui nous occupe ici. Après, d'autres phénomènes aussi, certainement. Alors moi, j'ai dégagé 3 actes de subjectivation qui m'apparaissaient très importants relativement à ma problématique. Je n'ai pas dit qu'ils étaient décisifs dans l'absolu.
c'est l'histoire comme architecture intérieure. Vous savez que ça fait référence aussi à ce qu'on appelle le transgénérationnel, la transmission. Donc l'histoire comme architecture intérieure. Le deuxième axe, c'est la langue comme politique interne. Parce que quelle est la langue qu'on parle dans une colonie? Ou quelles sont les langues qu'on parle? Quelles sont les langues autorisées ou quelles sont les langues interdites? Où sont-elles autorisées et où sont-elles interdites? Si elles ne sont pas interdites, sont-elles véritablement acceptées? Sont-elles publiques ou privées? Vous comprenez? Il y a une foule de questions. Et après les indépendances, la même question se pose. Ça ne va pas être, bien entendu, là c'est la question du permis et de l'interdit. Mais quelle va être la langue officielle? Quelle va être dans des pays, par exemple, de très forte fragmentation linguistique? Par exemple, la Nouvelle-Calédonie, on sait que c'est un pays de très forte fragmentation linguistique. Vous avez en Afrique, le pays à la plus forte fragmentation linguistique, je crois qu'il y a à peu près 300 langues, c'est le Cameroun. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un pays à très forte... Qu'est-ce qu'on choisit comme langue véhiculaire, etc. Vous voyez, il y a des questions. Donc la langue comme politique interne, pour moi, ce sont des questions post-coloniales. Et l'espace sexué et le genre dévoilé, la question du genre, qui est en général laissée de côté dans les réflexions sur la décolonisation, comme si la décolonisation, c'était de façon indifférenciée les hommes, les femmes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà le premier point, les deux premiers points. Le troisième point que je souhaiterais aborder, c'est la différence entre symbolique et réel. Alors, si vous voulez, quand on entre, qu'est-ce que ça... Je vais rester simple. Quand je dis symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment les sujets disent les choses ou les taisent. Est-ce que les sujets parlent ou se taisent? Est-ce qu'ils disent ce qui leur arrive ou non? Dans quels termes? Est-ce qu'ils peuvent formuler ce qui leur est transmis ou non? Parce que, évidemment, on peut très bien imaginer que dans un, comment dirais-je, quand des gens vivent sous situation disons, de domination coloniale, eh bien, il y a des interruptions de la transmission, forcément, puisqu'il y a des éléments de culture qui ne peuvent plus s'épanouir, se transmettre, se donner, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de choses? Donc, moi, je suis très intéressée par les choses que l'on tait, et j'ai émis l'idée qu'il n'y avait aucune colonie au monde, quelle qu'elle soit, qui ne fonctionnait pas au secret. Alors le secret, c'est quelque chose qui est très particulier. C'est le secret sur le modèle du secret de famille. Le secret, ce qu'il y a de très particulier, c'est qu'en fait, on sait ce que c'est, mais on ne le connaît pas. On sait bien un peu que bon, il y a eu telle chose ou telle autre chose, mais le connaître, c'est pas du tout pareil. Et donc, il y a quelque chose qui est un petit peu, vous voyez, dans la zone grise. Et cette chose, dans la zone grise, je dirais qu'elle est très toxique. Elle est très toxique parce qu'elle va faire son effet, on ne sait pas comment, enfin, puisque les choses qui peuvent, comment dirais-je, s'expliciter sont bien entendu plus claires que les choses qui ne peuvent pas s'expliciter. C'est une évidence. Donc je dirais qu'il faut opposer secret, non dit, comme dirait M. Barbançon, silence versus témoignage, récit, analyse. Et alors je pense que quand on dit quelquefois qu'on oublie la colonie, je pense que ce n'est pas du tout le cas. Personne n'a jamais oublié quelque colonie que ce soit. Par contre, il peut exister une aphasie. L'aphasie, c'est pas du tout pareil. C'est l'impossibilité d'en parler. Parce que bien entendu, il faut des conditions pour pouvoir parler. On ne parle pas comme ça, n'importe quand, n'importe comment, à n'importe qui. Donc, dans quelles conditions est-il possible de parler des choses? Et écoutez-moi bien, c'est pas seulement du côté des colonisés. C'est aussi du côté des coloniaux, colons, colonisateurs, coloniaux, etc., etc.
Il y a quelque chose qui se tait dans le dispositif. Cette aphasie, alors c'est Anne-Laura Stoller qui a fait une très bonne critique de l'oubli en disant mais non, comme si les gens avaient oublié, mais il n'y a rien qui est oublié, c'est pas du tout la même chose. Et je reprendrai une formule de Lacan parce que je la trouve magnifique. Cette formule de Lacan, de Jacques Lacan, le psychanalyste français, c'est la suivante: entre les hommes, il n'y a que la parole ou la mort. La quatrième observation, c'est la différence que je fais moi entre post-colonial et post-impérial. Parce que la situation des anciennes colonies, c'est-à-dire ce qu'on appelle, après un Africain du Cameroun qui s'appelle Achille Mbembe, un grand penseur établi en Afrique du Sud, qui a inventé le concept de post-colonie, eh bien, la situation donc de ces post-colonies n'est pas du tout la même que la situation des anciennes métropoles. Dans les deux cas, il s'agit de décoloniser, mais les enjeux ne sont pas les mêmes, et la consistance de la décolonisation n'est pas la même que l'on se trouve dans l'ancienne métropole ou que l'on se trouve dans l'ancienne colonie. Il y a une symétrie. Alors moi je dois dire, donc de la même façon, si vous voulez, qu'il faut distinguer colonie et empire, eh bien il faut distinguer post-colonial et post-impérial. Je tiens beaucoup, bien entendu, à cette distinction. Et il ne faut pas oublier, bien entendu, que les rapports passés ont des incidences sur les rapports présents. Cinquième remarque, c'est la différence entre décolonisation et indépendance. Moi, je ne suis pas les historiens sur ce plan, c'est ce que j'ai indiqué dans la présentation en fait de cette conférence. J'ai dit les historiens rapportent la décolonisation à l'indépendance, ils font de la décolonisation une période historique, déjà ça pose un problème, la périodisation historique, mais bon, qui précède les indépendances des pays qui faisaient partie de l'empire colonial britannique comme l'Inde ou de l'empire colonial français comme l'Algérie. Philosophiquement, la décolonisation ne peut être conçue comme une période. Elle ne peut être réduite à une lutte politique et quelquefois militaire pour l'indépendance, car l'État-nation n'en est pas l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il y a deux choses, si vous voulez, dans cette conception. C'est une réduction, si vous voulez, de la décolonisation à un aspect purement politique et du reste institutionnel, vous comprenez, qui est la souveraineté au sens de l'indépendance. Et puis d'un autre côté, de considérer que la question est réglée, parce qu'à partir du moment où les pays sont indépendants, donc tout est fini. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas, entre, si vous voulez, le 4 juillet 1962 et le 5 juillet, je suis désolée, il y a 8 heures de nuit ou 12 heures de nuit, et puis voilà, c'est donc, non, ça ne se dissipe pas comme ça, comme par l'opération du Saint-Esprit. Il y a bien des gens qui sont là et qui ont vécu les deux situations. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est les gens qui sont de la génération des indépendantes, c'est-à-dire ils sont nés dans un pays qui était colonisé, et puis ensuite ils meurent dans un pays qui est indépendant et dont on ne sait pas si d'ailleurs la situation y est formidable. Donc moi je me suis située dans une perspective, c'est très important la perspective, dans une perspective post-indépendance. Je me suis située dans cette perspective, dans la perspective post-indépendance, comme je vous l'ai dit, du continent africain, et en outre, dans une perspective très particulière, parce que ce n'est pas le cas dans le monde entier, dans une perspective dans laquelle l'indépendance est au bénéfice des autochtones, plutôt que des descendants d'Européens. C'est la grande différence entre, j'y reviendrai, entre l'Amérique latine et le continent, entre les Amériques et le continent africain. Parce que dans toutes les Amériques, en fait, les indépendances, quelles qu'elles soient, bon, à l'exception de Haïti, quoique, mais Haïti, vous savez, c'est la première république noire, l'indépendance de Haïti, elle date de 1804, donc c'est une révolte des esclaves, une révolution pour mettre fin à l'esclavage, et l'indépendance est apparue comme la seule façon
de mettre fin à l'esclavage. Et bon, on pourra revenir sur le cas de Haïti, c'est l'exception. Mais donc, toujours est-il que dans tout le continent nord-sud des Amériques, dans tout le continent américain, les indépendances, qui sont bien entendu non pas du XXe siècle, mais de la fin du XVIIIe pour les États-Unis, 1776, l'indépendance des États-Unis, donc fin XVIIIe siècle, fin XIXe siècle. Donc on n'est pas dans la même temporalité, pas dans le même type de colonie, etc. Alors maintenant, je voudrais, parce que je regarde l'heure bien sûr, et maintenant je voudrais faire la différence entre post-colonial et décolonial. La différence entre post-colonial et décolonial. Alors post-colonial d'ailleurs, ça ne veut pas dire après, ça veut dire au-delà du colonial. C'est le post dans le sens de au-delà de la situation antérieure. Et décolonial. Bon. Alors, la première référence, si vous voulez, pour le post-colonial, je dirais, c'est l'Inde, dont il faut penser que l'indépendance a lieu le 15 août 1947. Du reste, c'est à peu près là qu'on date le début de la période dite de décolonisation. Vous voyez, on dit après les années 40, c'est-à-dire l'Inde, un grand pan du monde qui devient indépendant. Donc, je dirais que pour comprendre deux types d'études, en fait, les études postcoloniales d'abord, les études décoloniales ensuite, il faut les rapporter à des continents et des régions du monde différentes, et dans lesquelles les perspectives ne sont pas les mêmes, les objectifs, les enjeux ne sont pas les mêmes. Dans le cas du postcolonial, on parle des indépendances du XXe siècle, c'est-à-dire relatives à la colonisation moderne, Afrique, Asie et Océanie. Afrique, Asie, Océanie. Et le décolonial s'est développé, les études décoloniales se sont développées à partir des indépendances du XIXe siècle, c'est-à-dire de ce que j'appellerais la colonisation classique, le classicisme esclavagiste, hein, c'est le nom d'un penseur guadeloupéen qui s'appelle Roger Thompson. C'est les Amériques, ce qu'on appelait en France les vieilles colonies, donc dominées par l'esclavagisme. Donc là, on a des problématiques qui sont tout à fait spécifiques, puisque déportation et donc importation massive d'une population africaine rendue servile et exploitée dans les plantations. Donc on a un type d'exploitation, les plantations, qu'on appelle en Martinique et Guadeloupe les habitations, et on a, voilà, etc., etc. Alors je rappelle quelque chose relativement aux indépendances de l'Amérique du Sud, du continent de l'Amérique du Sud. C'est que c'est à la suite de l'invasion de l'Espagne donc par Napoléon en 1808 que la monarchie espagnole va être fragilisée et que l'autonomie en fait des régions sous domination espagnole dans les Amériques va se développer, et notamment au Venezuela, donc Venezuela, pays de Simón Bolívar, qui meurt donc en 1830. Et donc on a aussi à peu près à la même période des indépendances, celle du Brésil par exemple en 1822. Alors le point de départ des post-colonial studies, donc je suis en train vous voyez, je suis en train de naviguer dans le monde, hein. Mais c'est très important, parce que vous vous rappelez que j'avais parlé de migration. Mais en fait, comme on pense les colonies relativement aux métropoles, on ne pense jamais aux circulations entre les colonies. Or, les colonies sont des espaces de circulation. On oublie ça, je vous donne un exemple. Quand les Français occupent Alger en 1830, vous savez ce qu'est le premier monument qu'ils construisent? C'est le jardin d'essai. Et que font-ils au jardin d'essai? Ils importent des plantes qui viennent de la Caraïbe, puisqu'ils ont une expertise dans la Caraïbe. C'était les vieilles colonies, ils sont colonisés depuis le XVIe siècle, donc ils ont l'habitude. Et ils vont voir s'ils peuvent acclimater ces plantes
en Algérie et en Afrique du Nord, puisqu'il y aura aussi, bien entendu, toute l'Afrique du Nord, hein, c'est-à-dire la Tunisie, le Maroc. Quand ils vont arriver, avec Faidherbe, quand ils vont arriver au Sénégal, un peu plus tard, ils arrivent au Sénégal, ils vont essayer de tirer parti de ce qui se passait, ce qu'ils faisaient sur le plan, justement, des plantes, en Algérie, pour essayer de voir si ça marchait au Sénégal. Il y a un autre exemple, c'est l'exemple du Code de l'indigénat. L'exemple du Code de l'indigénat, c'est aussi un exemple idéal typique de circulation intercoloniale. C'est-à-dire le Code de l'indigénat, il est inventé en Algérie pour les indigènes. Je reviendrai ensuite sur la distinction européen-indigène, etc. Et donc il est inventé en Algérie. Et où est-ce qu'il va être exporté? Pas vraiment exporté puisque c'est toujours la France, hein. Mais d'une certaine façon il va être exporté. En tout cas il va migrer, où donc? En Nouvelle-Calédonie. Et c'est ce même code de l'indigénat qui va être... De la même façon, on peut dire post-colonial. De la même façon, si vous voulez, les dispositions qui ont été prises en 1961 pour ce qu'on appelait les rapatriés d'Algérie, à cette époque-là, vont être mises en œuvre par les Français au moment de l'indépendance du Vanuatu. Les mêmes dispositions, les mêmes dispositions, etc. Donc vous voyez, il y a des circulations qui sont vraiment extrêmement importantes. Et quelquefois, il y a des circulations, non pas seulement de la métropole vers les colonies, mais des colonies vers la métropole. Alors je vais vous dire une petite chose là-dessus, avant de continuer. J'espère que après je vais aller plus vite, je ne sais pas comment je vais faire. On en est au quart, là, non? Non mais bon, après on discutera, hein, qu'est-ce que vous voulez. Figurez-vous que l'aménagement, qu'est-ce qui s'est passé au moment des indépendances africaines? Vous imaginez qu'il y avait tout un personnel qui avait fait notamment l'école de la France d'outre-mer. Il y avait tout un personnel administrateur qui étaient des administrateurs coloniaux. Il fallait bien les recycler. Il fallait les recycler dans l'ex-métropole, c'est-à-dire dans l'Hexagone. Ou ailleurs éventuellement, mais principalement dans l'Hexagone. Alors il se trouve que dans l'Hexagone, ils ont eu deux fonctions, c'est vraiment très intéressant. Ils ont eu deux fonctions principales, parce que c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé. La première mission qu'ils ont eue, la première ère de recyclage, c'est l'aménagement du territoire. Et la deuxième ère de recyclage, c'est la culture et notamment la télévision. On travaillait dans la télévision. Il y en a qui ont travaillé dans les maisons de la culture. Et quand François Mitterrand a lancé sa politique de grands travaux, sur laquelle j'ai travaillé aussi, il se trouve par hasard, mais bon, avec évidemment ce fleuron des grands travaux qu'est le centre Tjipaou et son architecture extraordinaire, eh bien le secrétaire d'État qui était responsable des grands travaux, Émile Biasini, c'était un ancien administrateur colonial. Et comment la région parisienne a-t-elle été aménagée dans les années 60? Vue d'avion, comme on le faisait dans les colonies. Ici l'hôpital, vue d'avion hein, ou d'un hélicoptère. Ici je fais l'hôpital, là je vais faire une autoroute, là il y a une ville nouvelle. Parce qu'on se dit, mais les villes nouvelles, comment on comprend les villes nouvelles? Parce que c'était la façon dont on créait les villes dans les colonies. Les colonies, c'est que des villes nouvelles, hein, d'une certaine façon, même si elles sont aujourd'hui très anciennes. Et donc cet aménagement de la région parisienne, c'est fantastique de travailler sur l'aménagement de la région parisienne. On se dit, c'est incroyable, parce que c'est très, vous comprenez bien que c'est très vertical, et puis on ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le terrain, bien sûr. On ne s'occupe pas du tout, alors qu'aujourd'hui les urbanistes sont absolument... Vous voyez, alors, les urbanistes d'aujourd'hui s'intéressent au terrain et disent comment je vais suturer ceci avec cela, tandis que là, c'est la France, la région parisienne vue d'avion. Donc c'est pas du tout anecdotique en fait, hein. Ça a structuré en retour des choses dans le... Alors le point de départ, donc vous avez compris que je vous ai fait migrer là, hein. Je sais bouger dans tous les sens, excusez-moi. Mais le point de départ des Postcolonial Studies ne vient pas directement d'Inde.
c'est le point de départ des Postcolonial Studies et le fait d'un Palestinien devenu américain, Edward Said. Edward Said, donc, et dont le livre qu'il a publié en 1978, L'Orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, est le fondement ou la fondation des études postcoloniales. C'est ce livre qui a tout changé. Pourquoi ? Parce que Edward Said, dans ce livre, vous savez, l'orientalisme, c'est aussi des peintures, c'est un regard, c'est un goût, c'est les tapis. C'est Napoléon III aussi, qu'on appelait le prince des Arabes, parce que Napoléon III, bon, ça a l'air aussi anecdotique, mais par exemple, il a introduit les rayures. Vous savez que les rayures, par exemple, en Europe, c'était proscrit. Les rayures, c'était l'étoffe du diable. C'est le diable qui a des rayures. Or, les rayures, dans le monde arabo-musulman, c'est vraiment, comme il n'y a pas de motifs, il y a des rayures, il y a des motifs géométriques, etc. Mais la rayure, c'est la chose la plus ordinaire, donc les rayures, etc., etc. Donc, ce livre d'Edward Said déconstruit la notion même d'Orient. Et donc, évidemment, ça a un rapport avec l'Égypte, puisqu'il n'a pas pu vivre en Palestine. Il a passé son enfance en Égypte. Et ça permet de comprendre qu'en fait, dans les études postcoloniales, il y a deux courants. Il y a le courant des études littéraires et il y a le courant de l'anthropologie. Et la chose principale, si vous voulez, dans ces études postcoloniales, ce qu'on appelle les études postcoloniales, qui va être le fait ensuite d'indianistes à partir des années 80, donc à peu près 2 ans après la publication du livre de Edward Said, qui était professeur à Columbia University, eh bien, c'est la critique de la lecture linéaire, chronologique et séquentielle de l'histoire. Et l'idée, c'est de voir le monde non pas à partir des ex-colonisateurs, mais de voir le monde à partir des ex-colonisés. Ça, c'est quelque chose qui est inédit. C'est ce que veulent développer les penseurs postcoloniaux. Alors, je dirais que la chose qui est très importante, c'est que dans le domaine du savoir, c'est une façon, je le dis au propre et au figuré, c'est une façon, si vous voulez, de faire en sorte que la géographie remplace l'histoire. La géographie remplace l'histoire, c'est-à-dire que la distance spatiale remplace toutes les distances temporelles dont on a pu faire le récit, à tel point que, par exemple, 20 ans plus tard, en 2000, un Indien du nom de Dipesh Chakrabarty écrivent un livre qui s'appelle « Provincialiser l'Europe ». Provincialiser l'Europe, évidemment, c'est un renversement, puisque sinon, l'Europe, c'était bien entendu le centre, avec toutes les provinces diverses et variées. Alors aujourd'hui, vous le savez certainement, mais il y a une contestation par, entre guillemets, les Outre-mer de l'expression Outre-mer, notamment du côté ouest, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Il y a des gens qui contestent l'expression outre-mer ou ultramarin parce que cette expression n'indique qu'un rapport à une métropole, c'est-à-dire un rapport historique, plutôt que l'ancrage géographique de la région. C'est-à-dire par exemple la Caraïbe, l'Amérique du Sud pour la Guyane, l'Afrique pour la Réunion, pour Mayotte, etc., etc. Et donc, l'outre-mer, d'une certaine façon, en ce sens, n'est nulle part en particulier. Donc, ça veut dire qu'habituellement, c'est l'histoire qui prend le pas sur la géographie. Donc, vous voyez, il y a à la fois voir le monde du point de vue des ex-colonisés et en même temps de privilégier la géographie plutôt que l'histoire. Le décolonial, donc, je disais, c'est l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, les indépendances sont au bénéfice des descendants d'Européens. Et ce qu'entendent faire les penseurs décoloniaux, c'est de mettre fin à la subalternisation externe du Sud global au Nord global. Donc externe par les échanges économiques, les implantations de sociétés, l'échange des marchandises, la fabrication des médicaments. Il faut vous rappeler de cette espèce de coup de force du Brésil
Dans les traitements anti-sida, par exemple, le Brésil ne voulait pas rester dépendant d'autres pays qui pouvaient vendre leurs produits très chers et avait décidé si vous voulez, de produire ses propres génériques, si je puis dire. Et puis la subordination interne du sud local au nord local. Alors le sud local au nord local, vous allez le comprendre, mais je le dis de façon anecdotique, pas vraiment par le petit bout de la lorgnette. C'est par exemple, vous voyez, en Algérie, quand on va dans le désert, d'abord les départements, c'était le nord de l'Algérie, parce que le Sahara, c'était territoire, ça ne faisait pas partie des départements. Donc ça veut dire que l'Algérie conserve si vous voulez, cette séparation, plus que cette distinction, et les gens qui vont dans le sud, on dit dans le sud, ces gens, on va, je sais pas où. Et donc, il y a des conditions tout à fait particulières pour aller dans le sud, notamment quand on prend l'avion, c'est toujours un avion vraiment très peu confortable, à des horaires atroces, etc., etc. Quand on est au Brésil, le sud, en fait, c'est l'Amazonie. Le sud, c'est l'Amazonie. Donc vous allez en Amazonie, on vous dit, ah oui, le vol, oui, il départ 2h50, vous avez un avion atroce, il va arriver à 4h45, dans un truc absolument désert, etc., etc. Vous voyez, c'est le... Et si quelqu'un dit, je travaille en Amazonie, on lui dit, c'est... en Amazonie, etc. Ça veut dire que chaque pays a son sud. Les nords se multiplient, les suds aussi, vous comprenez? C'est pas juste, il ne faut pas penser, à chaque fois qu'on a dit le nord, le sud, oui, d'accord, mais après il y a un nord, un sud. Donc, vous voyez. Donc, c'est dans la subordination interne du sud local au nord local, ce qui intéresse ces gens, comme Aníbal Quirano, par exemple, qui est un Péruvien et qui a développé l'idée d'une colonialité du pouvoir. Eh bien, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui intersectionnalité, c'est-à-dire l'intrication, si vous voulez, des différences ou des inégalités de race, de genre, de classe et d'orientation sexuelle. Donc on a 4 types de choses qui peuvent devenir, évidemment, vous avez un pôle, disons, positif, où vous êtes avantagé socialement, et puis un pôle négatif, où vous êtes très désavantagé socialement. Justement, le Brésil, c'est un bel exemple, parce qu'au Brésil, on vous parle du métissage à tous les coins de rue. Tous les coins de rue, on dit, mais nous, on est métis, et puis avec la cordialité, ce qui est cultivé, ce qu'on appelle la cordialité brésilienne, donc nous, on est tous métis. Mais vous donnez des cours dans une université, il n'y a pas de noirs à l'université, alors que la population noire est très importante au Brésil. Vous voyez? Donc vous allez à Salvador, qui est la capitale du Nord-Est quasiment, bon, il y a Recife aussi, mais qui est vraiment une ville noire. Vous allez à l'université, vous donnez par exemple une conférence au niveau des doctorats, vous n'avez pas de... Donc vous voyez, c'est une société certainement métissée, mais c'est une société très stratifiée. Ça veut dire, il faut savoir ce que veut dire métissage. Vous voyez? Parce que métissage et stratification, ça peut aller tout à fait ensemble. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut examiner les choses de façon macro-sociologique ou de façon micro-sociologique. Alors, je vais aller beaucoup plus vite, parce qu'il me reste 5 minutes pour parler de la décolonisation. C'est un accessoire. Je dirais que dans une colonie, je vais aller vite, l'axe vertical l'emporte sur l'axe horizontal. Le haut et le bas, le droit et le gauche. Alors il y a tout un langage qui le montre. Par exemple, on va parler des religions en Europe, mais des croyances en Afrique. On va parler des langues en Europe, mais on va parler des dialectes en Afrique. On va parler de la culture en Europe, mais on va parler du folklore en Afrique, etc., etc., etc. Et on a, évidemment, la grande distinction de l'européen et de l'indigène. De l'européen et de l'indigène, sachant que,
entre l'Européen et l'indigène, il y a quand même un principe du droit qui n'est pas respecté, un principe philosophique du droit, qui est devenu un principe des démocraties occidentales. Il n'y a pas d'égalité devant la loi, parce que les uns sont régis par le droit et les autres par un code spécifique. Alors, la dévaluation, ça permet de comprendre la dévaluation, mais effroyable, qu'ont vécu les indigènes. Qu'ont vécu les indigènes, à commencer évidemment par les autochtones des Amériques. Effroyable. Et donc, être soi-même dans ce contexte, je parle donc du côté des indigènes comme sujet, être soi-même apparaît comme une malédiction. Et c'est ce qui permet de comprendre, par exemple, le mouvement de la négritude. Il y a une dimension narcissique qu'on ne peut pas négliger, vous comprenez, puisque je m'intéresse au sujet. Il y a une dimension narcissique qu'on ne peut pas négliger dans les phénomènes coloniaux et dans les situations postcoloniales. Donc, la négritude, c'est une réparation par rapport à l'injure nègre, bien sûr. C'est une réparation. On sait que le terme a été forgé par Césaire, qui avait créé une revue qui s'appelait L'Étudiant Noir, qui a été un journal qui a été publié de 1934 à 1940. Et la question, c'est, je dirais donc, comment se relever, si vous voulez, de cette espèce d'effondrement subjectif produit par la situation coloniale sur les indigènes, puisque les indigènes, si vous voulez, la chose qui est intéressante, c'est que leur vie ne compte pas. Leur vie ne compte pas. Leur vie ne compte pas, ce sont des gens qui sont totalement dévalués, qui sont mutilés. Il faut penser par exemple à la situation du Congo belge. La situation du Congo belge, c'est vraiment atroce. Il faut penser par exemple les mains coupées, les mains et les jambes et les pieds coupés. Parce que le Congo belge, il s'est fait d'abord par l'exploitation du caoutchouc. Et les entreprises avaient tout loisir d'imposer le travail forcé. Et donc les gens qui cherchaient à soustraire au travail forcé se voyaient eux-mêmes mutilés ou voyaient leurs enfants mutilés. Et ceux qui se soumettaient au travail forcé, mais qui n'avaient pas la productivité suffisante, étaient aussi mutilés. Non. Et il faut savoir, excusez-moi, parce que le diable se niche dans les détails, mais en Belgique, aujourd'hui, on vend des mains en chocolat. C'est ça. Donc, je disais, comment se relever ? Comment se relever ? J'ai parlé de la saveur de soi. La saveur de soi, c'est une expression de Césaire. C'est une expression de Césaire. Pourquoi ? Parce que quand on est traité comme quelqu'un de dégoûtant, d'une certaine façon, eh bien, comment est-ce qu'on peut retrouver cette saveur de soi ? Eh bien, on peut la retrouver dans la poésie. Et c'est la raison pour laquelle je considère que la littérature, vraiment, c'est une pierre même, enfin, vraiment quelque chose de décisif dans la décolonisation et dans les processus d'émancipation. Parce que vous comprenez, la saveur de soi, ce n'est pas l'opposition à l'autre, c'est autre chose. Vous comprenez ? La décolonisation, ce n'est pas un combat contre l'autre, c'est une lutte avec soi-même. Alors que, bien entendu, il y a des luttes pour les indépendances, mais les luttes pour les indépendances, c'est contre la puissance coloniale. Donc vous voyez bien la différence entre indépendance et décolonisation. Parce que, écoutez-moi bien, on peut être indépendant et on peut être aliéné. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant qu'on va immédiatement être émancipé. L'émancipation, c'est quelque chose de beaucoup plus long que l'indépendance. L'indépendance, d'ailleurs, c'est un événement. On dit l'indépendance et on donne un jour, une année, quoi. C'est ça qu'on appelle indépendance. C'est un événement. Tandis que là, on parle d'une révolution. Et en plus, il y a quelque chose qui est une contradiction. Et une contradiction phénoménale. Je suis très intéressée par les contradictions parce que je considère en fait que l'expérience nous livre des contradictions. Et ce sont ces contradictions que nous avons à analyser en fait.
Parce qu'on ne peut pas penser qu'il n'y a pas de contradiction. Bien sûr qu'il y a des contradictions dans une colonie, tout n'est pas conséquent, si vous voulez. Et bien, une contradiction, c'est qu'au moment même où la culture des autres, entre guillemets, les grands autres, là, les sauvages et autres non civilisés, vous comprenez, indigènes, est dévaluée, les régions sont pillées. Ça veut dire que, vous comprenez, au moment où on dit, mais ils n'ont même pas de culture, hein, ils n'ont même pas d'artistes, eh bien, qu'est-ce qu'on va rapporter en masse? Des trophées, des œuvres d'art, les statues de Béhanzin, etc., le roi du Bénin, etc., etc. Les trophées sont collectionnés dans les musées européens. Et ce sont les musées européens, voyez, qui possèdent maintenant, d'où la problématique de la restitution, n'est-ce pas, ces trésors qui étaient considérés comme, dont il était affirmé que ce n'étaient pas des trésors, mais qu'on emmenait quand même dans les métropoles. Voyez? Et les codex qui ont été brûlés en Amérique latine par les religieux, les codex entre guillemets amérindiens, ben ces codex, je crois qu'il en reste 4, je ne me rappelle plus si c'est 4 ou 6, mais très peu, parce qu'il y avait des centaines de codex, eh bien, ces codex, ils n'existent pas ils ne sont pas détenus par les musées d'Amérique. Ils sont détenus par des musées européens. Donc vous voyez, la dévaluation et en même temps la collection, c'est quelque chose qui est une contradiction. Alors, pour terminer, je vais passer, parce qu'il y avait plusieurs choses que je voulais vous dire, mais je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est que, c'est ce que je défends en fait. Hein. C'est ce que je défends. Je défends l'idée que, en fait, qu'il faut perdre le Nord. Je défends l'idée qu'il faut perdre le Nord, c'est-à-dire il faut qu'on ait de nouveaux paradigmes. Parce qu'on est enfermé dans des paradigmes sans même s'en apercevoir. C'est logique. On est modelé culturellement, politiquement, socialement, historiquement, etc. Ça fait partie aussi de ce que j'appelle l'architecture intérieure. Et donc, il y a ça, le fait de perdre le Nord. La deuxième chose, qui est pour moi très importante, c'est que penser la colonisation oblige à refuser toute téléologie, c'est-à-dire toute idée d'une finalité. Il y a un moment où ça sera fini. Ça veut dire que ce n'est pas un idéal. Vous comprenez? L'indépendance, on sait très bien que c'est un objectif, parce que justement c'est objectif. Tandis que vous avez bien compris que la décolonisation, c'est d'abord subjectif. Donc on peut dire à la fois que c'est terminé et interminable. Vous comprenez? C'est pas j'obtiens quelque chose, puis il va y avoir un événement, je vais le dater, je vais dire tiens, plouf, ça y est, décolonisation. Vous comprenez? Je peux pas dire il y a une période et puis après terminé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas ça qui se passe. Donc je dirais, je ferai ici la différence entre l'effet d'une lutte et le résultat d'un travail. Parce que ça a un résultat, ce travail-là. C'est un travail pour moi, la décolonisation. C'est surtout, comme je l'ai dit, un travail sur soi-même. Mais un travail sur soi-même, sur ses catégories, sur la pratique, sur les rapports. Je n'ai pas dit que c'était juste personnel et individuel. Mais le sujet, il peut être aussi pensé comme un sujet collectif, un sujet élargi. Alors, donc, je pense que du coup, ce n'est pas une histoire. On ne pourra jamais raconter la décolonisation. C'est un devenir. C'est quelque chose de complètement différent. Et puis, je terminerai par là, peut-être. Je terminerai par le fait que la décolonisation, pour moi, c'est un oubli, mais au sens positif de oubli. C'est-à-dire, c'est un peu paradoxal, c'est un oubli actif. Qu'est-ce que c'est un oubli actif? On a l'habitude d'opposer, nous, la mémoire et l'oubli. On considère que l'oubli, c'est négatif et que la mémoire, c'est bien. Les Grecs pensaient qu'il pouvait y avoir une bonne et une mauvaise mémoire, un bon et un mauvais oubli. Nietzsche, qui les a beaucoup lus, a écrit un texte. Il a écrit un texte qui s'appelle, qui est une considération inactuelle. En fait, il a été infirmier pendant la guerre de 70
Et franchement, il en est revenu la tête à l'envers. Et donc, et il a écrit des choses sur l'histoire et le sens que pouvait avoir, quel sens ça pouvait avoir que d'écrire l'historiographie de quelque chose, d'écrire l'histoire de quelque chose. Et il montre que c'est comme une espèce d'insomnie, en fait. C'est-à-dire le passé, au cas où je m'endormirais un peu, bloum, le passé... Bon. Parce que ce passé, c'est un passé qui fait souffrir. C'est pas un passé, tiens, j'étais, vous voyez, c'était magnifique. Non, c'est pas ça. C'est un passé qui est cuisant. C'est une espèce d'enfer, en fait. En un sens, hein. Et donc, ce qui intéresse Nietzsche, c'est comment est-ce qu'on va parvenir, écoutez-moi bien, à oublier en créant. C'est pas à oublier et à créer, c'est que c'est créer qui va permettre d'oublier. D'où l'importance, non seulement de la littérature, mais aussi de l'art. L'importance phénoménale de l'art. C'est la culture qui est au premier plan, parce que c'est cette culture qui va permettre, si vous voulez, comment dirais-je, ce dépassement, entre guillemets, c'est un terme hegelien, mais sans la téléologie de Hegel, donc ce dépassement, ou ce que Freud nomme cette perlaboration, ça c'est un terme psychanalytique, donc cette perlaboration qui fait qu'il y a quelque chose qui change, si vous voulez, il y a quelque chose qui va changer sans qu'on s'en soit véritablement rendu compte, et on se rend compte du changement, rétrospectivement on se dit « Ah tiens, c'est plus pareil ». Et à ce moment-là, on est engagé dans un processus de décolonisation. Alors, il y a des artistes, il y a un artiste que j'aime beaucoup par exemple, c'est un artiste congolais justement, il est de RDC, République démocratique du Congo, donc l'ancien Congo belge, il s'appelle Sami Balouji. C'est un artiste international, mais il a commencé, si vous voulez, par... si vous voulez, il y a des espèces de... Comment dirais-je? Il y a des choses que j'ai pu repérer, je n'ai pas encore vraiment... j'ai pas vraiment écrit là-dessus, mais ça m'a vraiment interpellée. C'est les surimpressions et le collage. Et notamment les surimpressions. Par exemple, on surimprime une image du passé et une image du présent. Ça veut dire qu'il y a parce qu'il y a un entremêlement, si vous voulez, ou plus exactement ce que j'appelle une hétérochronie. L'hétérochronie, c'est très simple. C'est que le présent, là, maintenant, à Nouméa ce soir, c'est évidemment pas le même qu'à Alger, vous comprenez, qu'au Cap, qu'à Brasilia ou qu'à Fort-de-France. On ne vit pas le même présent. Et même dans cette salle, on n'a pas tous le même présent. Donc il y a une hétérochronie et on n'a pas tous le même âge d'ailleurs. Donc, vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'est pas véritablement synchrone. Vous voyez? Et cette hétérochronie, ça enrichit et ça complique en même temps. Donc ça veut dire que la décolonisation, bien sûr, c'est une pratique. Mais c'est une pratique dont je dirais qu'elle est dissensuelle. Parce que si on est dans l'idée qu'on va trouver un consensus, mais on ne va pas le trouver. S'il fallait le trouver, on l'aurait déjà trouvé. En fait, c'est impossible. Donc on ne va pas se mettre à rêver à du consensus, comme vous savez, une fusion originaire, je reviendrai au paradis perdu, on était tous pareils, je ne sais quoi, moi, c'est l'âge d'or. Non, c'est faut renoncer. Donc voilà, je terminerai par cette observation. Je vous remercie vraiment de votre attention pour quelque chose de bien